le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est bientôt la rentrée et j'ai quelques petites annonces à vous faire. J'ai décidé premièrement d'arrêter mes 2 vidéos par semaine parce que pendant l'été j'avais le temps, j'étais en congé en fait pendant un mois. Donc j'avais vraiment le temps de me consacrer aux vidéos et de vous proposer un contenu de 2 vidéos par semaine. Donc avant j'en faisais une le mercredi, une le dimanche et maintenant je repasse à mon rythme de croisière normal à une vidéo par semaine uniquement le dimanche. Et deuxième grosse annonce, j'ai décidé de relancer mon compte Instagram. Donc vous étiez quelques-uns à me suivre là-bas, je crois que j'ai un petit peu plus de 100 abonnés. Instagram pour moi c'est l'endroit où je vais pouvoir vraiment vous poster des choses au jour le jour. Les vidéos des fois ça met un certain temps avant que je puisse poster la vidéo puisque le temps que je tourne le contenu, que je le monte etc. il peut se passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà vraiment quand j'avais de l'avance. J'avais des fois presque 4 semaines entre le moment où je tournais la vidéo et le moment où je la postais. Ce qui fait que un livre que j'ai lu, je peux plus facilement en parler sur Instagram, mettre une story ou mettre un post. C'est beaucoup plus instantané. Donc voilà ce qu'il y aura sur Instagram. Vous aurez du contenu en fait en priorité entre guillemets. Donc vous aurez là-bas aussi des bilans du mois. Je suis pas du tout régulière et donc j'aimerais bien faire vraiment des points mensuels sur Instagram sous la forme de posts images. Et vous retrouverez aussi tous mes achats / book haul que vous avez déjà sur la chaîne sous format short. Je reposterai cela aussi sur Instagram. Je ne sais pas encore quelle forme prendra mon Instagram. J'espère pouvoir être suffisamment régulière. Parce que ça fait quelques années que je l'ai délaissé déjà, mais j'aimerais bien pouvoir être réactive là-bas, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me suivre là-bas. Mon compte c'est le même nom que ma chaîne, donc c'est-à-dire Ellikwa Léa. Une dernière chose, j'ai retravaillé tout ce qui était graphisme, identité graphique de ma chaîne, donc vous avez peut-être vu, mais ma bannière a changé et mon outro a changé également. Je suis partie dans quelque chose de très coloré, très fun. Je voulais pas que ce soit vraiment non plus directement associé au livre parce que c'est quelque chose qui finalement se retrouve très facilement et qui pour moi n'était pas suffisamment identitaire. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, à tout tenir parce qu'on est encore en août. Mais voilà, demain je reprends le travail et voilà, je sais pas comment tout ça va se dérouler. J'espère en tout cas que vous me soutiendrez aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas, commenter, etc. J'espère que vous serez nombreux à me suivre là-bas également. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vraiment, c'est ce qui m'aide le plus en fait à faire connaître ma chaîne. Donc, je vous remercierai jamais assez d'être là, de me suivre dans cette petite aventure. Et on va pouvoir enfin commencer cette grosse vidéo bilan lecture. Dans ce bilan lecture, il y a des romans que j'ai lus il y a plusieurs mois. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils soient passés à la trappe durant mes derniers bilans lecture, mais le fait est que voilà, je ne vous en ai pas encore parlé. Donc peut-être que ça sera un petit peu plus difficile pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment ça m'a plu ou pas. On va commencer du coup avec des lectures assez jeunesse. Donc le premier c'est On ne dit pas Sayonara de Antonio Carmona chez Gallimard Jeunesse. C'est le livre qui a remporté le concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse en 2023. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Élise qui est au collège et il s'est passé quelque chose dans sa vie. Sa maman a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé, il y a vraiment un mystère qui entoure cette disparition et son père, qui l'élève du coup maintenant tout seul, ne veut absolument pas parler de sa mère. Voilà, il y a vraiment un gros tabou autour de ça. Sa mère était japonaise et donc tout ce qui a trait à cette culture est aussi complètement banni du répertoire, du vocabulaire de Élise. Voilà, elle n'a pas le droit d'en parler, elle n'a pas le droit de parler du Japon, de la langue japonaise, même si c'était une partie du coup de sa culture. Tout va changer lorsque sa grand-mère maternelle va faire irruption dans sa vie, elle va revenir en fait pour essayer de tout bousculer et sa grand-mère ne parle que très très peu français, donc en fait il va falloir qu'elle renoue avec cette langue, avec cette culture et c'est là où les choses vont se délier petit à petit et qu'on va découvrir ce que cache le papa en fait. C'est un livre que j'ai trouvé très jeunesse dans les thématiques abordées, dans la manière dont c'était écrit également. Il y a un côté assez poétique aussi, touchant, parce que c'est une histoire, mine de rien, assez triste. Mais voilà, j'ai pas été si touchée que ça parce que ça reste un livre que je trouve que j'étais pas vraiment le public cible.
J'ai également lu Géographie de la peur de Claire Castillon chez Gallimard Jeunesse, toujours dans la collection Scripto cette fois-ci, donc un peu plus ado. Je l'ai lu assez rapidement après Les Longueurs de cette même autrice, que j'avais tout simplement adoré, c'est l'une de mes meilleures lectures de cette année. Sauf que là, en fait, j'ai été beaucoup plus à distance de cette histoire. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Maureen, qui est au lycée, si je ne me trompe pas, elle doit avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et elle a des troubles du comportement. Et donc dans sa tête, c'est assez difficile de discerner ce qui se passe, de comprendre comment elle pense les choses, comment elle les ressent. De ce que je me souviens de mon expérience de lecture, c'était vraiment de pas avancer en fait, d'être dans un mélange de pensées sans forcément comprendre ce qui se passait, ou je me suis sentie assez extérieure à l'histoire et c'était un peu brouillon. Alors je pense que c'était voulu parce qu'on parle du coup de santé mentale et de troubles de la santé mentale, et voilà, avec cette anxiété en fait généralisée, je crois que c'est ça qu'elle a, un trouble anxieux généralisé, et donc elle a peur de pas mal de choses. C'était vraiment quelque chose qui l'a rongé de l'intérieur. Et bon, pour les gens qui sont intéressés par cette thématique, ça permet de voir, je pense aussi, la maladie d'un œil différent et peut-être de mieux la comprendre aussi. J'ai lu Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai lu la série de cet auteur qui a fait un tollé sur Instagram, etc., partout quand il était sorti. C'était Et ils meurent tous les deux à la fin. J'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième, et le troisième... Où est-ce qu'il en est? Je ne sais plus s'il est sorti ou pas, mais en tout cas, il y a un troisième tome qui va sortir et qui va permettre de clôturer cette saga. Donc celui-ci, c'est totalement quelque chose de différent. C'est une autre histoire, une autre romance entre, encore une fois, deux personnages homosexuels. Donc on va suivre Griffin et Théo. Et c'est raconté d'une manière assez particulière. On va découvrir leur relation sous une forme un peu de compte à rebours, entre guillemets. Enfin, on en est au moment où ils ne sont plus ensemble, où il s'est passé quelque chose d'absolument effroyable, et Griffith se retrouve tout seul. Il s'en veut cruellement, et en fait on va détricoter tout ce mystère pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, comment était leur relation, comment ils se sont rencontrés, comment ça a évolué en amour, et comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est une histoire amicale qui va déboucher sur une histoire d'amour. Théo, c'est un garçon qui a un charisme, qui a quelque chose qui dégage vraiment assez fort, et Griffin, en fait, c'est un garçon qui va assez facilement et assez rapidement tomber amoureux de lui, en fait. Et dans cette relation que j'ai trouvée des fois pas très saine, j'ai eu l'impression que Griffin se plie en quatre en fait pour plaire à Théo, pour lui faire des cadeaux qu'il appréciait, pour trouver des choses qui l'intéressaient, et Théo de son côté était beaucoup moins réceptif. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'est pour ça que cette histoire aussi, et je pense ce couple m'a pas tant touché que ça, c'est que Théo, je l'ai pas vraiment beaucoup apprécié comme personnage. Et puis il arrive quelque chose, enfin voilà, le fait est que les deux personnes se séparent, et parce que voilà, quelque chose dans la vie, je vais pas raconter non plus toute l'histoire, mais ce Tu ne m'as laissé que notre histoire, qui est le titre de ce livre, c'est vraiment cette idée que en fait Griffin, il espérait tellement plus de la vie, il espérait tellement que cette relation dure éternellement, qu'il ne voyait pas sa vie sans Théo, et en fait c'était cette histoire qui s'est faite dans sa tête, qui finalement n'a pas abouti, et donc il s'en veut, il en veut à Théo, il en veut à beaucoup de monde, et c'est difficile de remonter la pente. Mais il va rencontrer aussi Jackson, qui est un autre personnage, et qui va détester au tout début, pour de très bonnes raisons, hein, mais les deux vont apprendre à se connaître, et leur dénominateur commun, c'est Théo. Je sais pas à quel point je peux vous dire des choses ou pas, je vais m'arrêter là, mais voilà, on a des choix, on a des choses qui se passent, que je cautionne pas tout, mais que j'arrive à comprendre aussi, dans un certain sens. Donc c'était une histoire que j'ai un petit peu eu du mal en fait à certains moments, parce que voilà, certains personnages m'ont moins plu que d'autres. J'ai été moins touchée qu'avec Et ils vécurent tous les deux, non, Et ils meurent tous les deux à la fin. Et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait une bonne partie du roman qui était assez lente.
Mais voilà, le dernier tiers du roman était vraiment super chouette parce qu'on voyait beaucoup d'autres choses et bref, voilà, c'est un roman que je vous conseille quand même si j'ai préféré la première série du coup, et ils meurent tous les deux à la fin. Enfin, qui n'est peut-être pas la première d'ailleurs, mais bon, la première que j'ai lue en tout cas. Maintenant, une grosse déception, un abandon même de ma part, c'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Maerer chez Calix. Que dire de cette histoire? Alors j'en attendais beaucoup parce que beaucoup de monde avait adoré cette histoire, tout simplement, ce premier tome. J'hésitais même à me l'acheter, je voulais l'acheter même en version hardback parce que le livre était vraiment très beau aussi. Donc Assistant to the Villain, je pense que vous savez de quoi ça parle. C'est cette jeune fille qui est dans une sorte de monde féerique, un peu de conte de fées. Au tout début on la rencontre, elle se balade dans la nature, il y a une rivière qui passe et en regardant comme ça la rivière passer, elle se dit ah ben tiens c'est étonnant parce que la rivière elle est rouge au lieu d'être transparente. Ah mais c'est parce que d'ailleurs peut-être il y a quelqu'un qui est en train de verser son sang dedans, qui est mort, voilà. Et elle dit ça de manière tout à fait chill, voilà. Et en fait dans cette contrée-là, il y a un grand méchant qui s'appelle le vilain. Il n'a pas de nom spécifique, en tout cas pas au début de l'histoire. Et c'est un méchant, du coup, comme les méchants, c'est-à-dire qui tue des gens. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, il ne faut pas le rencontrer, sinon on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver. Vous vous en doutez bien, du coup, c'est que voilà, elle va remonter cette rivière et puis elle va tomber sur le vilain parce qu'il lui propose un travail. Il lui propose de travailler pour lui, d'être un peu une sorte de secrétaire, et donc elle va accepter. Voilà, tout simplement. Alors qu'elle sait très bien que ce mec, il faut pas lui faire confiance, que un peu plus tard, on apprend que il vient de temps en temps, il a des pieux, il met des têtes sur les pieux, enfin bref, voilà. Du coup, bon, je veux bien qu'il y ait ce côté un peu loufoque, qui peut être un peu rigolo quand même, je l'avoue, voilà. Ce que j'ai pas apprécié, c'est cette fille qui est extrêmement nunuche, vraiment c'est une grosse cruche, elle fait des blagues un peu à la noix, enfin... J'ai vraiment une très mauvaise perception de ce personnage-là. Dans le sens vraiment personnage que j'ai pas apprécié. Le vilain, au stade où j'étais, en fait il était vilain mais avec elle, il voulait la protéger, quoi, donc vraiment le truc cliché. Et puis vraiment dans les 100 premières pages, il se passait rien, quoi. Voilà, j'ai lu 100 ou 150 pages, je sais plus, il se passait rien. Et au bout d'un moment, il y a eu une bombe qui a explosé, donc en fait on s'est dit que potentiellement, voilà, enfin bref. Et en fait je me suis dit mais je m'en fiche de savoir ce qui va se passer, Vraiment, ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, on n'avançait pas. Il y avait beaucoup de blabla pour rien. Et ça m'a vraiment embêtée. Puis, enfin, je sais pas, il y a un moment, elle tombe de sa chaise parce qu'il rentre et il lui fait peur ou je sais pas quoi. Elle tombe de sa chaise, elle se fait mal au coccyx. Et il lui dit, va te faire soigner chez la sorcière d'à côté. Là, tu vas avoir un gros bleu. Enfin... qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, c'est creux, il n'y avait rien, quoi, voilà. Donc malheureusement, je suis extrêmement déçue de cette lecture. Et puis je vous passe aussi les trucs de ah oui, non mais il est vraiment très beau, et puis il est super costaud et tout, mais c'est un vilain, donc faut pas que je l'aime, faut pas que j'ai d'attirance pour lui, mais j'y peux rien, c'est contre moi, je sais pas quoi, enfin, vraiment les trucs hyper clichés, les trucs que des fois, je veux bien dans des romans, et c'est normal que des fois les personnages disent ça, qui disent ce personnage-là il est super attirant. Dans Le Pont des Tempêtes, c'est ça, les personnages sont beaux comme des dieux, ils sont forts, tout ça, mais ils sont pas là à le répéter tous les 4 matins, et ils sont pas là à dire ouvertement voilà, j'ai fait un rêve cette nuit, on faisait des trucs salaces, quoi. Au bout d'un moment, elle dit ça en plus à la meuf qui était en train de lui réparer le coccyx. Voilà, enfin bref, je comprends pas la hype en fait autour de ce bouquin. Je vais m'arrêter là. Je suis désolée pour les gens qui ont apprécié. J'espère que vous me tomberez pas dessus, mais franchement moi je comprends pas la hype. On va passer à un autre livre que j'ai moyennement apprécié, je ne l'ai pas autant détesté. C'est un livre que j'ai écouté en lecture audio, c'est Tout le monde aime Clara de David Fuenquinos chez Gallimard.
C'est un livre qui s'est lu assez rapidement, enfin il n'était pas très long donc je me suis dit je vais aller jusqu'au bout, mais j'ai pas trouvé trop d'intérêt non plus. La plume m'a pas fait beaucoup d'effet, l'histoire non plus. En fait c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Clara, enfin on suit surtout son papa finalement, c'est plutôt son point de vue à lui. Donc son papa, il était avec sa femme, ils ont eu Clara et en fait la vie a fait que ils se sont séparés et Clara c'était vraiment une petite fille qui a grandi, qui s'est épanouie, qui était vraiment une petite fille que tout le monde appréciait bien. Son père, il était un peu perdu parce que il n'avait plus sa femme. Et puis il y a aussi son histoire il y a d'autres femmes qui vont un peu tourner autour de lui. Et puis d'un autre côté, il veut essayer de devenir écrivain ou en tout cas d'apprendre à écrire pour potentiellement écrire un livre. Et puis il va se passer quelque chose à cette Clara, un accident, un grave accident qui va la mener au coma. Et ça va rebattre beaucoup de choses en fait dans la vie de son père. Et quand elle va se réveiller, il va se passer des choses un peu étranges. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus. Ça m'a pas transcendé, voilà, pour faire court. J'ai lu également La Société très secrète des sorcières extraordinaires chez Lumen, donc c'est de Sangu Mandana. La suite est parue là, il y a très peu de temps, ou va paraître, je ne sais plus. Dans cette histoire, on suit Mika, une sorcière qui a la trentaine, qui est très seule. Comme toutes les sorcières, c'est très difficile de mener une vie sociale riche parce que personne ne doit savoir que ce sont des sorcières. Mais il va y avoir une petite maison cachée quelque part qui va prendre contact avec elle. Mika est très avide de rencontres et donc elle va se rendre là-bas pour savoir de quoi il retourne. Et dans cette maison, ça va devenir un petit peu sa famille, ça va devenir son foyer. Elle va être considérée un peu comme la maman des 3 petites filles. Et c'est un livre très feel good, très sympa. On a une petite romance également. C'est sur des sorcières, mais version plutôt chill que version Halloween. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant. Pour l'été, c'était parfait. Ça restera pas non plus dans les annales, mais si vous voulez un livre feel good, je vous le conseille vraiment. J'ai lu le premier tome du Gang des prodiges de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Et maintenant, du coup, il faut que j'achète la suite parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome. Dans ce roman, on va suivre Nova, une jeune fille qui fait partie d'un gang de super vilains. Ce sont des gens qui, du coup, sont reclus. On les a repoussés dans les tréfonds du métro, dans des zones où personne ne veut les voir. Ils ont été repoussés et vaincus par les renégats, qui sont des sortes de super-héros avec des pouvoirs. Donc ce sont des gens qui font en sorte que la justice soit faite dans cette ville. Ils sont vraiment adulés par la population et beaucoup de jeunes veulent intégrer leur rang. Nova a vu ses parents mourir sous ses yeux lorsqu'elle était petite et aucun renégat n'est venu à sa rescousse. Donc elle veut aujourd'hui se venger et montrer en fait que les renégats, ce ne sont pas des gens tout-puissants, ce ne sont pas des dieux et qu'on peut les faire échouer, qu'on peut les faire tomber. Elle va donc intégrer les renégats pour pouvoir les détruire de l'intérieur. Le résumé comme ça peut ne pas faire envie parce qu'on a l'impression que c'est un peu cliché, qu'on a des super-héros, qu'on a des super-vilains et que c'est très manichéen, c'est limite surjoué, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Parce que l'autrice arrive vraiment à montrer que dans ce camp des renégats qui veulent la justice, qui veulent qui est de l'ordre en fait aussi au sein de la population, ils font des choses, des fois, des choix qui vont à l'encontre de certaines de leurs valeurs et que ce monde tout beau qui était dépeint, qui est montré dans les médias, qui fait que les gens les adulent, en fait c'est pas forcément tout à fait la vérité. Et que les super vilains du coup ne sont pas forcément que des super vilains. On comprend pourquoi est-ce que ils sont en guerre contre ces renégats et eux aussi ont des valeurs qui sont pas forcément opposées aux renégats, mais leur valeur c'est la liberté. Et le problème c'est qu'à vouloir trop de liberté, on tombe aussi dans le chaos. Et donc
Les super vilains, c'est pas vraiment des vilains à proprement parler, c'est pas des gens qui veulent forcément faire le mal, mais ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que les renégats. Et dans tout ça, on a également des pouvoirs qui vont s'ajouter. C'était vraiment une super lecture, très dynamique, je me suis pas ennuyée une seconde, mais on prend le temps de comprendre les personnages, de comprendre leur point de vue, et vraiment c'est ce côté où les vilains, c'est pas des gens qu'on pointe du doigt, c'est pas des gens qu'on veut forcément emprisonner, c'est des gens aussi où on peut comprendre leur point de vue, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très chouette. Donc j'espère que par la suite on continuera à aller dans ce sens-là, surtout que voilà, on voit que Nova évolue aussi beaucoup dans sa perception des choses, et nous aussi on découvre des choses et on fait évoluer notre perception de ce monde, et voilà, c'est vraiment une lecture que je vous recommande très chaudement. On passe à un roman plutôt contemporain avec La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino aux éditions Albin Michel. Ça faisait aussi très longtemps que j'avais ce livre dans ma palle et j'ai décidé de le sortir pour l'été. Je sais pas pourquoi, là, ça me faisait un peu penser à l'été, ce style de couverture. J'en ai parlé dans mon précédent vlog, donc je vais peut-être pas forcément m'épancher trop longtemps dessus. Je pense que tout le monde connaît puisque c'est pareil, il a fait le tour de tout le Bookstagram, Booktube, Booktok, etc. Je ne savais pas que c'était une série à la base, donc il y a 5 tomes je crois, puisqu'on va suivre en fait dans chaque tome un des personnages. Dans celui-ci on se concentre sur Finn, un jeune homme qui vit une vie, ma foi, pas très facile, puisque sa mère est en prison. Et qu'il va de foyer en foyer et ça se passe pas forcément très bien parce que il se drogue, il boit, il sèche les cours. Il n'a pas encore fini le lycée, il n'est pas adulte, donc il est sous la responsabilité en fait de personnes majeures. Mais il est très attaché à sa mère et donc il va lui rendre visite très souvent. Il arrive dans un énième lycée et là il va faire la rencontre de plusieurs jeunes qui vont s'intéresser à lui et qui vont surtout lui sauter dessus, quoi. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Surtout une fille en particulier qui tout de suite va le prendre sous son aile en fait, mais d'une manière moi peu recommandable je trouve. C'est-à-dire qu'elle va vraiment le chercher, elle va le titiller, elle va faire comme s'ils étaient potes alors qu'ils se connaissent pas du tout. Et voilà, elle va vraiment le saouler, quoi. Vraiment le saouler. Elle va lui donner des rendez-vous pour qu'ils se retrouvent à 18h dans une planque, tous ensemble. Alors que lui, il a juste une envie, c'est d'être tout seul. Malgré tout ce que Finn vit, vraiment, il y a un moment où il va se retrouver au plus profond du gouffre. Il va lui arriver tellement de choses. Il va s'enfoncer, il va perdre espoir. Il va s'enfoncer dans la drogue, il va plus sortir de chez lui. Il va faire des combats pour récupérer de l'argent. Donc il va vraiment revenir salement amoché. Malgré tout ça, j'ai pas réussi vraiment à être touchée profondément. Alors bien sûr, son histoire est touchante, mais pas autant que ce que j'aurais pensé. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Peut-être que c'est parce que il y a tellement de choses en fait qu'on a l'impression de vouloir nous tirer des larmes en fait. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Peut-être que c'est que l'histoire de Finn est vraiment très éloignée de ma propre réalité et que j'ai du mal à imaginer en fait ces choses-là arriver à une vraie personne. Et moi je ne me suis jamais droguée, je bois très peu et donc de montrer cette jeunesse sous cet angle-là aussi, c'est quelque chose que je trouve assez caricatural, mais encore une fois je pense qu'il y a des jeunes qui sont vraiment comme ça et c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait une certaine distance. Et aussi on parlait de sexe en fait à tout bout de champ, partout tout le temps, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée, mais je pense que c'est tout un package qui fait que c'est quelque chose que moi je ne connais pas personnellement, que je n'ai pas connu. C'est pas une question que j'étais pas dans l'histoire parce que les pages tournaient toutes seules et vraiment il y avait quelque chose je pense dans la narration qui faisait que c'était extrêmement agréable à lire, mais en refermant le livre j'ai pas eu envie de continuer cette aventure, j'ai pas eu envie d'en savoir plus sur les autres personnages, mais je peux tout à fait comprendre que certaines personnes ont adoré leur lecture parce que c'est tellement difficile que on s'attache à Finn, on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il sorte la tête de l'eau. Et on peut se retrouver, je pense, en tant que jeune, si on a vécu des choses similaires. Mais avec moi, malheureusement, je suis un petit peu plus mitigée. C'était pas une mauvaise lecture, mais voilà, j'ai pas forcément envie de continuer. Dernier roman et après on passe au graphique. Il s'agit de Les Bien-Aimés de Anne Napolitano que j'ai lu
en lecture audio. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On suit la naissance d'un couple, de leur début, donc je sais pas, ils ont 17-18 ans, jusqu'à vraiment quasiment la fin en fait, jusqu'à ce qu'ils aient 40-50 ans. J'ai vraiment eu l'impression, en fait, le sentiment d'appartenir à cette famille, de vivre aux côtés de ce couple. C'était extrêmement réaliste et j'ai adoré la plume de l'autrice. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qui se passe, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Julia, qui est très cartésienne et qui a qu'une seule idée en tête, c'est d'avoir un mari aimant, de fonder une famille. Elle veut réussir, elle se donne les moyens de réussir. C'est vraiment une fille qui a la niaque. Elle va rencontrer William, un jeune basketteur qui rêve de devenir joueur pro. Sauf que assez rapidement, il se blesse et donc il est obligé de penser à autre chose, de faire autre chose de sa vie. Et Julia va toujours être derrière lui. Et donc, en fait, je crois que la première fois qu'ils se rencontrent ou la deuxième fois, enfin ça va assez rapidement, mais Julia se dit c'est ce mec que je veux, c'est avec lui que je vais faire ma vie, ou en tout cas c'est avec lui au moins où je vais commencer une relation. Et donc ils se mettent ensemble, tout se passe très bien, ils vivent leur histoire d'amour, et puis arrive plein de choses en fait. Je sais pas à quel point je peux m'étendre sur l'histoire sans vous dévoiler trop d'informations, mais il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est leur vie entière. On les suit pendant des dizaines d'années. Et je vous disais aussi que c'est une aventure familiale parce que même si on suit principalement Julia et William, on va suivre aussi la famille de Julia, puisque Julia a 3 sœurs. L'autrice a vraiment réussi à dépeindre les subtilités qu'il y a dans les relations familiales, que ce soit entre les sœurs elles-mêmes, ce lien vraiment extrêmement fort qui les unit en fait à jamais. Le fait que Julia veuille le meilleur pour ses sœurs également, qu'elles ne se cachent rien les unes aux autres, jusqu'à un moment où il se passe quelque chose et c'est trop gros pour pouvoir le dévoiler à Julia, mais c'est cette culpabilité aussi qu'elles vont ressentir parce qu'elles cachent quelque chose à leur sœur. Il y a aussi des choses qui se passent qui aujourd'hui ne se passeraient pas comme ça, mais Rose à un moment décide de complètement couper les ponts avec l'une d'entre elles parce qu'elle est tombée enceinte et que c'est un enfant hors mariage et qu'en plus elle est très jeune, donc elle décide de partir. Et voilà, enfin, il se passe tellement de choses, c'est le développement d'individus, et honnêtement, on me dirait que c'est des gens qui ont existé dans la vraie vie que je le croirais, parce que c'est tellement bien décrit, c'est tellement réaliste. Pour moi, c'est vraiment un sans faute au niveau du réalisme des personnages, de ce qui leur arrive, et le rythme est très bien dosé tout au long du récit. J'ai un petit peu décroché vers la fin, je sais pas si c'est parce que ça commençait à être trop long ou si ça m'intéressait un peu moins, mais j'avoue que vraiment, on va dire les 4/5 du livre, j'étais vraiment à fond dedans. On s'intéresse beaucoup à l'amour, c'est ça qui est vraiment mis au centre de l'histoire. L'amour maternel, l'amour paternel, aussi la santé mentale. On aborde en fait beaucoup de sujets dans ce roman. Je vous le conseille vraiment très chaudement parce que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. On va passer maintenant au graphique. Donc d'abord les BD. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 BD. Donc je vais vous en parler rapidement puisqu'il y en a certaines que j'ai déjà présentées en vlog. Donc j'ai lu Silence d'amour de Mathieu Parciboula. C'était une très belle BD. Les graphismes étaient magnifiques. Très triste. On va suivre Paul qui a rencontré Sophia. Sophia malheureusement est décédée et donc c'est sa reconquête, on va dire, son envie de renouer avec elle, de la retrouver en allant dans son pays natal qui est l'Italie. Il y a ce côté poétique, mélancolique qui était très agréable à lire. J'ai aussi lu le 2e tome de Madeleine Résistante de Bertaille et Riffaut aux éditions Dupuis. C'était un bon 2e tome. Le 1er tome était beaucoup plus introductif, j'ai trouvé, et donc là dans ce 2e tome il se passe beaucoup plus de choses et j'aime toujours suivre l'histoire de Madeleine. Là elle commence à avoir des choses plus importantes à faire et on voit qu'elle switch en fait.
ils n'ont plus peur de ce qui peut se passer pour leur vie et donc ils vont facilement tuer des gens. Et c'est même dit, je crois, qu'il y en a beaucoup qui, au niveau psychologique, vont avoir des séquelles à vie. J'ai aussi lu Ballade de Courty et Jean-Christophe Devenay chez Grand Angle. C'était une BD assez chill, feel good, où on suivait deux personnages qui vont se rencontrer par hasard, qui vont cambrioler des villas. Il y en a un des deux qui est fils d'une famille très riche. Il va un petit peu se venger de ce monde très ostentatoire où on montre vraiment tout ce qu'on a, où on fait des fêtes dans la piscine, etc. Et où les gens sont assez superficiels au final. Et voilà, il y a un personnage qui est vraiment très caricatural du gars qui a de l'argent mais qui n'a rien dans la tête. En tout cas, c'était très sympa, c'était pas la lecture du siècle, mais on passe un bon moment. J'ai aussi lu Nelly Bly de Virginie Aulagnier-Jouvray et Carole Morel chez Glénat. C'est une BD biographique sur Nelly Bly, cette fameuse, la première reporter femme qui est allée dans un hôpital psychiatrique et qui a montré les horreurs en fait de ce qui se passait là-bas. J'ai pas été si touchée que ça par l'histoire, j'ai trouvé que, je sais pas si c'était dans la manière dont c'était raconté ou c'était traité ou je ne sais quoi, mais j'étais un petit peu, j'avais une certaine distance par rapport à ce qui se passait, je ne sais pas trop pourquoi. Donc cette femme va se faire passer pour folle pour entrer dans un asile psychiatrique et voilà, elle va recueillir des témoignages des femmes et subir aussi en même temps tout ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire le fait qu'elle se douche à l'eau froide, que les femmes qui s'occupent d'elle les traitent comme des moins que rien. Et donc c'était très intéressant quand même au niveau historique d'apprendre tout ça. Ma dernière lecture BD en date, il s'agit de Sibylline de Sixtine Dano chez Glénat, qui a été une magnifique découverte. On va suivre Rachel, une jeune étudiante qui arrive à Paris pour faire des études d'architecture. Et elle n'a pas vraiment beaucoup d'argent, elle va se mettre à travailler dans un bar pour gagner quelques sous, jusqu'à un moment où elle est tentée par se faire un profil sur un site de rencontre qui la mettrait en relation avec des sugar daddy, donc des hommes qui ont de l'argent et qui échangent de l'argent contre des rapports sexuels et principalement avec des jeunes filles. J'ai vraiment adoré ma lecture, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais la manière dont c'était traité, c'est-à-dire sans aspect moralisateur, purement décrire comment cette jeune fille en est arrivée là, elle n'était pas au fond du gouffre, elle n'était pas vraiment mal en point, elle aurait pu demander de l'argent à ses parents et il lui aurait certainement donné, mais elle a préféré se débrouiller toute seule. Je l'ai vue aussi comme une sorte de passage à l'âge adulte, avec cette envie d'émancipation, de liberté, de vouloir se débrouiller tout seul. Les difficultés de la précarité étudiante également. L'amitié, l'amour, elle va rencontrer un garçon avec lequel ça va se passer plus ou moins bien. Sa rencontre avec Leila, une jeune fille qui fait la même école qu'elle. Les dessins aussi sont extrêmement doux, donc j'avais peur un peu de ce côté sale entre guillemets, mais ça rend la chose extrêmement douce, extrêmement agréable finalement, même si la thématique, en fait, ça aurait pu être traité d'une manière tout à fait différente. On va finir avec les mangas et j'ai principalement commencé ou fini des séries. Alors, j'ai déjà posté la plupart de mes avis sur ma chaîne, donc je vous les mettrai dans le petit i s'ils sont disponibles. J'ai lu 36,000 Seconds in a Day de Ryoko Fukuyama chez Vega Dupuis. C'est un shoujo mais un petit peu atypique parce qu'on va suivre 4 garçons qui font partie d'un club un peu de littérature culturelle. Sauf que c'est un groupe vraiment très bizarre parce qu'ils se posent des questions totalement random et personne en fait ne fait partie de ce club à part ces 4 garçons. Là, ils se posent la question de savoir si c'est possible de tomber amoureux d'une fille en lui rentrant dedans avec une tranche de pain dans la bouche. Ils vont tester leur théorie et il y en a un des 4 garçons du coup qui va se plier à cette activité entre guillemets et qui va tomber du coup sur une fille. Il va y avoir potentiellement une relation entre deux. En tout cas de ce premier tome, on sent que les choses vont évoluer en ce sens. Ma foi, ça m'a pas plu, voilà, pour être clair. Donc je m'arrêterai là pour ce tome-ci. J'ai aussi commencé la série Run to Heaven de Tohan qui est éditée chez Ankama. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Fi qui est assez seule. Les gens se moquent très souvent d'elle. On est dans un monde en guerre entre 2 îles. Actuellement, il y a une courte trêve pour participer à des jeux.
des jeux sportifs. Et Fi va vraiment se démarquer parce que c'est une excellente coureuse. Il y a des histoires de famille, des histoires d'amour, notamment maternelle. Voilà, vraiment je vous conseille d'aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai terminé la série La Planète Verte de Keigo Shinzo. Donc je sais pas si je vous avais parlé des 2 premiers tomes ou pas, je ne me souviens plus. Voilà, c'est une série qui est terminée en 4 tomes, donc chez Le Lézard Noir. C'est l'auteur Dira Yasumi que j'adore. On se retrouve avec un personnage qui atterrit par mégarde sur une planète. Cette planète est peuplée de petits bonhommes étranges qui ressemblent à des grenouilles qui sont verts, comme on peut voir là sur la couverture. Il va rencontrer une fille très mignonne pour laquelle il va commencer à avoir des sentiments et donc il va pas pouvoir si facilement que ça avoir une relation avec elle. Donc c'est un petit peu loufoque, un petit peu déjanté, mais très sympa aussi. Je me suis laissée porter par l'histoire. On a du coup, on se pose des questions sur ces fameuses grenouilles, qu'est-ce qu'elles font là, pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a des humains aussi sur cette planète. On traite aussi d'amitié, de relations au-delà des différences, mais toujours sur un ton humoristique et clairement loufoque ici. Keigo Shinzo a écrit à la fin du 4e tome que réaliser ce manga c'était comme un retour en enfance. Lorsqu'il dessinait sur ses cahiers d'écolier un peu tout ce qui lui passait par la tête. Et donc c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, ce côté très loufoque, décalé, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, donc si ça vous tente, surtout n'hésitez pas. Et je vais finir cette vidéo avec le 11e tome de Land, qui termine du coup aussi cette saga chez Mangetsu, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais vous aurez de toute façon la couverture quelque part. Vraiment, ce 11e tome clôture très bien la série, mais je vous ferai très prochainement une vidéo sur la série complète, donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous dit. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!